Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Dans l'actualité ce soir, au Burundi, Évariste Ndayishimiye, le candidat du parti au pouvoir, a été déclaré sans surprise vainqueur de la présidentielle. Il enregistre, selon la CENI, 68,72% des suffrages. Des milliers de fidèles musulmans en Afrique et à travers le monde ont célébré ce week-end la fête de l'Aïd, mais comme nous le verrons au Sénégal, les moyens étaient réduits cette année et le Covid-19 a bouleversé les habitudes. Ici aux États-Unis, la pandémie continue de faire des victimes. Le pays reste le plus lourdement touché avec plus de 97 700 décès. Pour autant, l'administration Trump tient à la levée des mesures de confinement. Une fois encore, bonsoir. Au Burundi, Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir, a été déclaré ce lundi vainqueur de la présidentielle du 20 mai par la commission électorale. Les résultats partiels lui accordent une très large avance sur ses adversaires, soit 68,72% des suffrages. Agatha Ouassah, le candidat du Conseil national pour la liberté, a été crédité de 24,19% des suffrages. Aucun des 5 autres candidats en liste n'a franchi le cap des 2% des suffrages. Le général Ndayishimiye, 52 ans, devrait ainsi succéder au président Pierre Nkurunziza. Au pouvoir depuis 2005, celui-ci avait décidé de ne pas se représenter pour un 4e mandat. Il avait Adoubé comme son héritier. Ajoutons que selon les résultats provisoires, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, est donné largement vainqueur des 3 élections organisées dans le pays, à savoir la présidentielle, les législatives et bien sûr les municipales. Les chiffres définitifs seront rendus publics le 4 juin. Des milliers de fidèles musulmans en Afrique et à travers le monde ont célébré ce week-end la fête de l'Aïd. Mais cette année, les célébrations d'ordinaire grandioses ont été marquées par des restrictions dues à la pandémie de Covid-19, notamment le respect de la distanciation sociale dans les mosquées. Sur le continent, plusieurs leaders ont fait part de cette célébration sur leur compte Twitter. En Côte d'Ivoire, par exemple, Alassane Ouattara a organisé une prière en sa résidence dans le strict respect des mesures barrières. Il a ainsi formulé des prières pour la santé et le bonheur de ses compatriotes, ainsi que pour la paix dans son pays. Au Sénégal, on appelle cette fête la Korité. Pour de nombreuses familles qui subissent de plein fouet la crise liée au nouveau coronavirus, les moyens étaient réduits cette année. À Dakar, Alison Lekogo Fernandez a suivi les préparatifs et la célébration de l'Aïd dans une famille sénégalaise. Regardons. C'est la veille de l'Aïd el-Fitr. Au marché de Ngor, Pape Gueye n'a plus que quelques heures pour coudre les tenues qu'on lui a commandées. Les Sénégalais ont pour habitude de s'acheter des habits neufs pour la Korité. Mais cette année, les commandes de Pape ont baissé de plus de 70%. Cette année, c'est particulier parce que d'habitude, on a beaucoup de boulot, mais cette année, il n'y a pas assez de boulot à cause, tout le monde connaît le corona. Je ne pensais même pas avoir du boulot. C'est au dernier moment qu'on m'a amené quelques tissus à coudre. Mamie, l'épouse de Pape, est chargée de faire les courses pour le déjeuner de fête. Au menu, dans la plupart des foyers sénégalais, le jour de la Korité, du poulet. Cette année, le budget de la famille Gueye est de 30 000 francs CFA, soit une cinquantaine de dollars. C'est presque 2 fois moins que les années précédentes. Les autres années, à peu près, je dépense 50 000 pour acheter des boissons, des choses, faire des salades de fruits, pour fêter ça, inviter tout le monde. Mais aujourd'hui, non, on ne peut pas faire ça avec le Covid-19. Je vais faire seulement poulet, salade, genre des crudités, simple quoi, simple. Le lendemain, c'est le jour de la Korité.
Le pays est toujours en état d'urgence sanitaire, alors de nombreux fidèles, comme Pape, ont préféré rester chez eux pour faire la prière. Autre particularité cette année, les déplacements entre régions sont interdits, donc la famille ne sera pas réunie au grand complet. Pape, mamie et leur fils passeront la Korité avec leurs voisins. Mais Pape reste positif. La fête, elle est belle parce que je remercie le bon Dieu. Et je ne suis pas malade. J'espère que Dieu va nous enlever cette maladie-là le plus rapidement possible pour qu'au moins on puisse continuer nos activités. L'état d'urgence au Sénégal a été prolongé jusqu'au 2 juin, avec un couvre-feu actuellement en vigueur de 21h à 5h du matin. Alison Lekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. L'île Maurice a enregistré 2 nouveaux cas de Covid-19, une première depuis le 26 avril. Il s'agit de 2 personnes récemment rapatriées d'Inde et qui avaient été placées en quarantaine à leur retour. Ces personnes figuraient parmi un groupe de 149 Mauriciens rapatriés de New Delhi et de Mumbai le 9 mai et qui avaient été placés en quarantaine à leur arrivée sur l'île. Le nombre de cas recensés à Maurice depuis mars dernier s'élève désormais à 334. Au total, 10 décès ont été enregistrés et 322 personnes ont guéri. En Tanzanie, il y a une augmentation progressive de la demande des remèdes à base de plantes pour lutter contre le nouveau coronavirus. Malgré l'approbation de certaines autorités du pays, les experts médicaux avertissent qu'aucun traitement ne doit être officialisé jusqu'à ce qu'il soit scientifiquement prouvé. C'est un reportage de Charles Combé. Le récit est signé Blanche Sanou. Dans sa ferme à la périphérie de Dar es Salaam, Wadjouma recueille des poivrons, des feuilles de mangue et d'autres ingrédients pour cuire à la vapeur et préparer ce qu'elle croit être un remède contre le Covid-19. Ces petites filles en consomment aussi, même si elles ne sont pas malades. Nous le faisons simplement par prudence. Nous l'avons fait pendant près de 4 jours, puis nous avons arrêté. Nous avons également pris du citron, du gingembre, du poivre et des oignons. Nous avons commencé à utiliser ce remède le matin, l'après-midi et le soir pendant près de 4 jours, puis nous avons arrêté. Il n'y a aucune preuve que la potion de Wadjouma peut combattre le nouveau coronavirus ni aucun autre produit comme le prétendent certains. Mais le nombre de personnes en Tanzanie qui estiment avoir découvert un produit contre le Covid-19 ne cesse d'augmenter. Parmi les produits réputés, il existe cette potion non testée à base de plantes appelée Covidol. Depuis que nous avons découvert ce remède à base de plantes, il a été utilisé par quelques personnes. Parmi ceux qui l'ont utilisé, nous avons vu un certain succès. Premièrement, nous avons remarqué que la fièvre a baissé plus rapidement. Ensuite, il combat les problèmes respiratoires, la grippe, la fatigue corporelle et d'autres choses qui émergent dans cette maladie. Les autorités affirment que tout traitement contre le nouveau coronavirus doit d'abord être testé dans le cadre d'essais cliniques pour voir s'il est efficace. Ce que nous attendons maintenant, ce sont les instructions du secrétaire général afin d'inclure cette phytothérapie dans nos recherches. Pendant ce temps, Wadjouma et ses petites filles continuent de faire de leur mieux pour se protéger du virus, même si elles ne sont pas tout à fait sûres de leur décoction. La pandémie de Covid-19 a fait près de 345 000 morts sur la planète. Au Japon, l'état d'urgence est levé dans les dernières régions où il était encore en vigueur, notamment la capitale Tokyo. En Espagne, Madrilène et Barcelonais retrouvent enfin leurs parcs et terrasses, tandis que les habitants des autres régions moins touchés par la pandémie peuvent retourner sur les plages. L'Italie a, quant à elle, rouvert ses piscines et ses salles de sport. Le président autrichien Alexander Van der Bellen fait la une des journaux de son pays pour avoir violé le confinement. Également épinglé pour une violation du confinement, Dominic Cummings, conseiller spécial du Premier ministre britannique Boris Johnson. Les États-Unis observent ce lundi le Memorial Day, jour du souvenir, au milieu d'une pandémie mondiale de Covid-19. Les terrains sacrés du cimetière national d'Arlington s'adaptent évidemment à cette situation. Les masques, l'éloignement social et d'autres mesures de sécurité font désormais partie des rituels solennels et de la para au tombeau du soldat inconnu ainsi que des funérailles quasi quotidiennes
qui ont toujours lieu dans le cimetière. La nouvelle réalité, seulement 10 membres de la famille ou des amis sont autorisés à se rendre au tombeau. Le moins de soldats possible honorent les funérailles en maintenant bien sûr la distance et en portant des masques. On reste aux États-Unis. Plus de 5,3 millions de cas de nouveaux coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 335 000 décès sont dus au COVID-19. Les États-Unis enregistrent le nombre de cas le plus élevé. Un chapitre sombre pour le pays qui néanmoins commence à rouvrir les entreprises et les églises dans le but de ramener l'économie et surtout la vie quotidienne à la normale. Un reportage de Khan Farabot, le récit signé Blanche Sanou. De nombreux Américains ont pris d'assaut les plages après un assouplissement du verrouillage dans la plupart des États du pays. La responsable du groupe de spécialistes de la Maison-Blanche dans la riposte au nouveau coronavirus, le Dr Deborah Birx, a averti néanmoins que ce n'était pas comme les week-ends de vacances habituels aux États-Unis. Vous ne savez pas qui est infecté. Nous voulons vraiment préciser que la distanciation physique est absolument nécessaire. Si vous ne pouvez pas prendre de distance physique en étant à l'extérieur, vous devez porter un masque. Le nombre de décès dus au Covid-19 aux États-Unis avoisine 100 000. À la une du journal New York Times, une liste des noms de nombreuses victimes de chaque État depuis le début de la crise jusqu'à ce jour a été publiée. Cette semaine, le président Trump a suggéré aux différents États de permettre la réouverture des centres religieux. Aujourd'hui, j'identifie les lieux de culte, les églises, les synagogues et les mosquées comme des lieux essentiels qui fournissent des services vitaux. Une initiative qui est la bienvenue selon le pasteur Dan Carroll de l'église communautaire Water of Life à Fontana en Californie. Nous ne voulions pas enfreindre la loi, mais nous sommes prêts à aller de l'avant, peu importe ce que le président Trump a dit, parce que nous avions l'impression d'avoir été très diligents et nous estimons qu'il fallait ouvrir et prendre soin de notre communauté. Les gouverneurs devront prendre la bonne décision et permettre à ces lieux de foi très importants et essentiels d'ouvrir dès maintenant. S'ils ne le font pas, j'annulerai leurs mesures. Mais malgré la directive, certaines congrégations qui ont déjà tenté de se réunir ont été exposées aux personnes infectées par le nouveau coronavirus, comme cela a été le cas dans un centre du nord de Californie. Il est préférable de célébrer à l'extérieur et maintenir une distance sociale, donc éviter les contacts physiques. Je sais que c'est difficile. Nous avons tous fait des changements de comportement difficiles et cela doit continuer de se produire. Alors que de plus en plus d'États commencent à rouvrir des restaurants et des entreprises pour tenter de regagner les revenus perdus à cause du nouveau coronavirus, le Dr Birx dit que les États-Unis se préparent également à une deuxième vague du virus cette année. Nous nous préparons à cette éventualité, à la fois dans les centres de santé, même au niveau des dispositifs de protection, les respirateurs, les stocks. Nous nous assurons de pousser plus loin les développements thérapeutiques et les vaccins afin que nous puissions être prêts si le virus réapparaît encore de manière significative. Si le virus réapparaît, le président Donald Trump a déclaré publiquement qu'il ne prévoyait pas d'appliquer les mêmes restrictions ou de fermer à nouveau l'économie américaine malgré les risques de contagion. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie du Monde aujourd'hui. John Lydon, de retour avec vous. On poursuit notre série à quand la reprise. On part au Gabon pour rencontrer Steve Manvumbi, un vendeur de vêtements de seconde main de 35 ans au marché Montpoué de Libreville. Il nous parle des déboires de centaines de travailleurs qui partagent son métier puisqu'il est président de l'association des jeunes commerçants. Pour commencer, moi c'est Steve Manvumbi. Je suis vice-président de l'association des jeunes commerçants gabonais de Montpoué. Cette maladie a affecté nos business comme tout opérateur économique. Cette maladie a affecté. Aujourd'hui, ça a affecté plusieurs jeunes Gabonais qui vivent à travers leur commerce. Ceux-là qui ont choisi de faire ce commerce, ceux-là qui aiment ce travail, comme nos frères qui vont à la fonction publique. Donc aujourd'hui, ça a pénalisé beaucoup de jeunes. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui, à travers ça, sont dans des situations très compliquées aujourd'hui. On n'a rien reçu du gouvernement. Le président de la République a mis beaucoup de mesures pour accompagner ces jeunes compatriotes qui sont dans la détresse. Mais aujourd'hui, nous ne voyons rien. Aujourd'hui, on ne doit pas négliger le jeune Gabonais qui vend, par exemple, son moutouki, qui vend des babouches, qui vend des sachets. Il fait partie de l'économie du pays. Donc aujourd'hui, nos autorités, nos grands qui sont au gouvernement, doivent prendre soin de leurs petits frères. Aujourd'hui, c'est ce qu'on attend. Comme chaque lundi, nous faisons place à la rubrique Afrotech et c'est avec Arzouma Compaoré. Arzouma, bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez cette semaine? On parlait la semaine dernière et même cette semaine des jeux vidéo. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue une fois de plus sur Afrotech. Dans cette édition d'Afrotech, nous allons à la rencontre de Serge Tadé. Il est guinéen, il vit à Conakry. Et c'est un amoureux des jeux vidéo et il a décidé d'utiliser justement ses racines, d'utiliser sa culture pour mettre à la disposition des amateurs de jeux vidéo un jeu qui représente ses origines et nous allons le retrouver à l'instant. Bonjour Serge, de quoi est-ce qu'il s'agit dans ce jeu que vous avez développé? African Heroes, en fait, ce sera un opus. La principale mission, en fait, du jeu, c'est beaucoup plus sur la valorisation de la culture africaine en général. Donc, dans le jeu, nous faisons vivre, en fait, ces grands héros qui ont contribué, en fait, pour le développement de cette culture. Mais en gros, African Heroes, c'est plus un projet parce que derrière le jeu vidéo, il y aura des séries, des bandes dessinées, des séries de dessins animés, en même temps qu'ils pourront raconter pour les enfants, les jeunes enfants, l'histoire des plus grands guerriers, l'histoire des vrais hommes qui ont vraiment combattu pour le pays, tout et tout. En fait, dans le jeu, il y aura deux modes. Il y a d'abord le mode honneur. C'est un mode qui ressuscite en fait tous les grands guerriers, comme je l'ai dit. Donc, c'est plus un mode de combat où les grands guerriers s'affrontent. Il y a aussi le mode destin. Le mode destin, ça, c'est plus un mode d'aventure où il y a plus un scénario derrière, dont l'héroïne principale est Mbalia, qui est une très grande résistante connue ici en Guinée. Donc le but de ce mode, c'est de retrouver un des masques les plus célèbres, et pour pouvoir l'aider, les ancêtres vont ressusciter, comme je l'ai dit, les plus grands guerriers pour aider Mbalia dans sa conquête. Donc dans ce mode aventure, il y aura pas mal de mythologie africaine, telle que ce que nous appelons ici Yubo Fissa, communément appelé Mamiwata. Il y aura aussi pas mal de... Voilà, il y aura tous ces mythes-là de la Guinée, en Afrique du Sud, en Égypte, et voilà, jusqu'au Kenya. Nous mettons tous en avant dans le jeu. Ce jeu, vous avez utilisé quelle technologie pour pouvoir le développer et ça a pris combien de temps en général?
Parlant de technologie, il y a pas mal de technologies. Nous avons en fait utilisé 2 à 3 logiciels. Pour la conception du jeu, nous avons déjà un moteur de jeu qu'on appelle généralement Unity. Et aussi, il y a forcément la conception des personnages et autres. Donc, du coup, nous utilisons plus l'Autodesk Maya dessus et Marvelous Designer pour les vêtements. D'ici octobre, le jeu, la conception prendra 2 ans. En fait, ce qui fait beaucoup plus de dépenses dans le jeu, c'est le matériel qu'il y a derrière, en fait, quoi. Il y a la licence de ces logiciels à payer, il y a des matériaux de, comment on appelle ça, de mouvement, en fait, des capteurs de mouvement, tout et tout. Mais en fait, comme je l'ai dit, ça vient avec le temps. On peut déjà commencer pas à pas. Et voilà, au fur et à mesure, on peut développer pas mal de trucs et avoir aussi des fonds. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu l'univers du jeu vidéo en Afrique, en particulier en Guinée, quelle lecture vous faites de cela? Bon, généralement en Afrique, à vrai dire, je suis très fier parce que j'ai pas mal aussi de sources d'inspiration. Je peux parler par là de Kiro Games, le géant camerounais pour qui j'ai un profond respect. Et Olivier, exactement, c'est lui. Nous avons aussi le jeu vidéo malgache qui prend de l'ampleur, la Dahalo, que je suis aussi de près. Et voilà, je m'inspire de tout ceci pour pouvoir faire de mon mieux. Parce que le plus grand problème, en fait, ici, c'est il n'y a pas d'institut spécialisé dans la conception du jeu ou d'animation. Donc, du coup, nous faisons avec nos propres moyens de bord et voilà, avec surtout des tutos en ligne, en fait. Donc, grand merci à YouTube, peut-être. Ouais, un gros merci même à YouTube. Gros merci. Mon plus grand rêve, en fait, c'est d'abord être une référence mondiale concernant tout ce qui est innovation technologique. C'est qu'à travers ce jeu vidéo, nous puissions avoir une Afrique plus unie. Je pense vraiment que ce jeu pourra réunir pas mal d'Africains et qu'ensemble, nous puissions en fait faire quelque chose encore de grand, en fait. Voilà qui est dit. En tout cas, on va vous remercier, vous souhaiter une bonne continuation. Quant à nous, c'est ici que s'arrête Afrotech de cette semaine. Et on se dit à très bientôt pour encore plus de textes sur le continent et partout ailleurs dans le monde. Les mouvements transfrontaliers étant limités en raison de la pandémie de Covid-19, les Zimbabwéens vivant en Afrique du Sud utilisent une application pour envoyer de la nourriture à des proches dans leur pays d'origine en crise. Une application plus efficace que les méthodes traditionnelles, comme vous allez le voir avec Thierry Kaoré. Les Zimbabwéens vivant et travaillant en Afrique du Sud avaient l'habitude de payer des chauffeurs de bus pour transporter de la nourriture à leurs proches depuis des décennies. Mais cette vieille tradition, en plus d'être coûteuse et peu fiable, est devenue impossible avec la pandémie de coronavirus. Désormais, ils passent leurs commandes via l'application Malaycha et l'entreprise est chargée de livrer les marchandises au Zimbabwe où elle a des magasins d'articles dans des entrepôts. La fermeture des frontières entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe a forcé les Zimbabwéens qui utilisaient traditionnellement les moyens formels d'envoyer des marchandises et des produits d'épicerie au Zimbabwe à utiliser notre service, à l'explorer, à l'essayer, d'où une augmentation de 200% du nombre de commandes traitées. L'application est beaucoup sollicitée en cette période car les services de livraison ont connu une hausse suite aux restrictions imposées par l'État. Avec le confinement, nous sommes très occupés. Car beaucoup de gens en Afrique du Sud dépendent du Malaika pour envoyer des aliments à leurs proches ici. Donc c'est occupé, chaque jour c'est occupé. À Harare, la capitale du Zimbabwe, l'une des 5 grandes villes où Malaycha opère, Epiphania Moyo a reçu la toute première livraison de sa mère en Afrique du Sud via l'application. J'ai entendu dire que c'est rapide et qu'ils sont fiables et qu'ils livrent les marchandises à temps. Âgé d'1 an seulement, Malaycha n'a pas encore atteint le seuil de rentabilité et doit intensifier son utilisation. Son parcours vers la rentabilité sera cependant plus long qu'une entreprise de démarrage classique en raison des coûts élevés de stockage des marchandises.
Allons à présent à la rencontre de la talentueuse artiste camerounaise Charlotte Dipanda qui a accordé une interview à notre collègue Ekia Badou. Les deux femmes ont abordé des sujets divers et notamment le Covid-19. Je vous propose de suivre un extrait. Ouais, ça m'étonne encore qui on est, qui n'y croit pas. Je pense que moi, par exemple, j'ai été frappée de très près. J'ai perdu mon ingénieur de son, avec qui j'avais d'énormes projets cette année de tournée. Ça fait des années qu'on tourne ensemble. Et là, on se dit, c'est concret, c'est vrai. Donc, il est là, le virus, il faut faire attention. J'avoue que moi, par exemple, je n'ai connu que le président actuel. Qu'est-ce que ça me ferait du bien d'avoir une autre proposition, de se dire que c'est une époque qui est inéluctablement révolue aujourd'hui et qu'on a besoin de voir ce que ce pays peut apporter à cette jeunesse-là qui est différente. Parce que c'est une jeunesse qui est ouverte aussi à l'extérieur, qui voit ce qui se passe ailleurs et qui a le devoir, en tout cas l'espère aussi pour son pays. Donc moi je pense que il est temps qu'on nous propose autre chose, il est temps que le Cameroun se développe parce que tant qu'il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas véritablement de développement possible. Je pense que l'État actuel est arrivé à bout de ce qu'il pouvait proposer au Cameroun et que humblement, il gagnerait à céder la place à une nouvelle gouvernance sans rancune. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Rappelons que ce 25 mai...